À tous de m'accueillir. Alors, effectivement, je suis directrice de la vie associative à la FEAP et à ce titre, je m'intéresse aux actions bénévoles. Je m'intéresse à l'engagement, quelle que soit la manière, la forme de cet engagement. Et puis, j'ai eu effectivement l'occasion de réfléchir à la question du vieillissement et du bon vieillissement ou du bien vieillir, comme ça a été cité, assez étroitement avec la question de la politique publique sur le grand âge, puisque j'ai participé à la concertation Grand Âge et Autonomie de Dominique Libaud en présidant l'atelier sur les métiers et que j'ai ensuite fait partie de la mission de Myriam El Khomri sur les métiers du grand âge. Je vous dis cela parce que pour moi, c'est un continuum, ce lien social aux aînés ou des aînés aux autres. On n'a pas d'un côté une boîte avec des professionnels et de l'autre une boîte avec les familles. Et enfin, une autre boîte encore où là, pour le coup, on regarderait des personnes aînées comme des personnes qui font des choses et en l'occurrence, par exemple, qui sont bénévoles à lire et faire lire. Donc, mon propos, il est transversal, mais il est vrai quand même que je me suis intéressée à vous. Alors, j'y ai été aidée par l'enquête que Cécile m'a confiée en amont pour découvrir un petit peu certaines choses qui vous caractérisent, puisque je ne connais pas de près votre réseau. Alors, évidemment, ce n'est pas très facile de poser la question du bien vieillir. Qu'est-ce que c'est bien vieillir ? Comment qualifier le bien vieillir? Je vous dirais d'emblée que pour moi, je choisis de vous parler du bien vieillir et ensuite de traverser cette question à travers l'activité de lire et faire lire. Je choisis de m'emparer de concepts qui ne sont pas du tout nouveaux, puisque ce sont des concepts qui sont proposés par Erik Erikson dans les années 50. Erik Erikson a une caractéristique que j'aime beaucoup, c'est qu'il parle du développement humain tout au long de la vie. Vous savez sans doute qu'un certain nombre de personnes et de scientifiques considèrent qu'à partir d'un certain moment de la vie, l'être humain est en régression. L'être humain est en décroissance, voire en rétraction. Et à un moment de sa vie, cette rétraction est particulièrement sévère, si je puis dire. Et donc, on est dans une rétraction d'être. Alors, c'est complètement quelque chose qui flotte dans l'air du temps, qui alimente peut-être des représentations sociétales autour de la médecine, autour des neurosciences, par exemple autour des sciences cognitives et par exemple aussi autour de la maladie d'Alzheimer. Du coup, on a une espèce de préjugé flottant qui serait celui que, eh bien, il y a une partie de la vie de l'homme qui est en croissance et puis une seconde partie qui est en décroissance. Et évidemment, les disputes tournent autour des formes de cette décroissance, comment ralentir cette décroissance et comment, du coup, faire en sorte de vieillir, j'allais dire presque le moins en décroissance possible ou en décroissance la plus lente possible. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette représentation et j'ajoute d'ailleurs que cette représentation n'a pas toujours été du tout dominante. Alors, certains d'entre vous pourraient me citer la représentation à l'âge classique, au fond, effectivement, on a l'enfant qui est en développement, l'adulte, et puis ensuite, effectivement, on arrive au vieillard, et ce vieillard, effectivement, a une classe plus mince dans la cité, dans la vie sociale, parce que ses capacités, ses forces sont amenuisées. Je ne crois pas qu'il faille parler de cette vision-là sans parler de l'autre vision qui a prévalu pendant un certain temps, qui est la vision, vous le savez, judéo-chrétienne, dans laquelle on a une vision d'un être humain qui est sans cesse et jusqu'au bout en croissance vers Dieu. Autrement dit, un être humain qui a une capacité spirituelle qui peut se développer jusqu'au bout et du coup, seul Dieu peut juger puisqu'en fait, on ne juge un homme que complètement à la fin de son existence. J'ajoute qu'on ne le juge en plus que sur une intériorité et donc ce n'est pas quelque chose que le corps social peut faire. Seul Dieu a cette capacité, mais ça nous intéresse peut-être un peu moins. Quoi qu'il en soit, on le voit, une trace sociale très intéressante de cela, c'est la trace de la pratique du testament. La pratique du testament, c'est une pratique qui consiste, elle est inventée donc, au milieu du Moyen-Âge et elle consiste en fait à léguer tous ses biens pour se présenter pauvre devant Dieu. Donc, c'est à la toute fin de la vie
qu'on va avoir cette étape qui va consister à transmettre, et il vaut mieux transmettre dans le christianisme, il vaut mieux activement transmettre, sinon à tout vouloir garder, eh bien c'est quelque chose qui va nous desservir quand le moment du jugement viendra. Toute petite trace sociale que j'avais envie de vous citer, et puis je reviens à l'auteur dont je vous avais parlé un petit peu avant, qui donc dans les années 50 retrace 8 étapes du développement humain dans la vie, et vous allez le voir, ces 8 étapes sont jusqu'à la fin de la vie. La première étape du tout petit, c'est l'étape de l'espoir, où se construit la capacité, la compétence de confiance versus le risque de méfiance. Deuxième étape, quand il a un tout petit peu plus grandi, c'est l'étape de construction de la volonté, où se déploie l'autonomie, à l'opposé du risque de honte et de doute sur soi. Troisième étape, l'enfant a encore grandi, mais on est toujours dans l'enfance, en tout cas on est toujours avec les mineurs, c'est l'étape de la conviction, où se développe l'initiative du jeune adulte, à l'inverse du risque de culpabilité. On est arrivé cette fois à l'âge adulte, et c'est l'étape, nous dit Erikson, de la compétence. Nous arrivons à une productivité qui s'opposerait à un risque de sentiment durable d'infériorité. Et puis vous allez voir que nous voilà arrivés vers vos âges à vous, et il nous reste 3 étapes complètement centrales pour Erikson. La première étape, c'est l'étape de la création familiale dans cet continuum de la vie, et c'est l'étape de l'amour, avec une capacité d'intimité qui s'opposerait au risque de souci exclusif de soi. Donc c'est l'étape du cocon familial, c'est l'étape de la parentalité. 2 dernières étapes qui sont à proprement parler les vôtres si nous parlons à des personnes qui sont dans le bien vieillir. L'étape de l'attention, qui consiste dans une capacité de générativité qui s'oppose à un risque de stagnation. Et enfin, la dernière étape de la vie humaine, qui est celle de la sagesse, dans laquelle la compétence qui se déploie est celle de l'intégrité personnelle, qui s'oppose à celle du désespoir. Les 2 derniers stades que je viens donc de citer, l'attention et la sagesse, sont ceux des grands-parents puis des vieillards. C'est donc ici une conception que nous propose Erikson, qui est solidaire, vous le voyez, de l'homme en croissance, en développement jusqu'au bout. Et par conséquent, ça n'est pas du tout du côté du maintien que je voudrais vous proposer la structuration du bien vieillir, mais bien du développement et de la croissance. Une croissance qui est une croissance de compétences, de relations, de compréhension du monde, de découverte, d'émerveillement, si on veut reprendre le mot-clé de la sagesse chez les Grecs. Bref, c'est une croissance de l'être entier. Dans cette capacité de croissance, si on essaye de distinguer quelque chose d'un petit peu précis qui concernerait l'activité des bénévoles de lire et faire lire, j'ai envie de faire une référence dans cette activité que je ne connais pas de près, mais que j'ai cherché à deviner à travers l'enquête et certaines choses que j'ai pu lire. Il me semble qu'une des vertus clés, un des points d'appui, est la vertu qu'on appelle la sollicitude, et que Paul Ricoeur définit merveilleusement comme, je le cite, une capacité d'équilibre dans la dissymétrie. Autrement dit, nous avons une situation de dissymétrie objective, peut-être de savoir, de déchiffrage de la langue, de capacité à connaître et comprendre le monde dont il est question dans les livres, d'appréhension de la complexité. Tout cela est une dissymétrie objective. Et pourtant, cette dissymétrie, nous dit Paul Ricoeur, n'a pas besoin de conduire au déséquilibre relationnel. Elle n'a pas besoin de conduire à humilier l'enfant, à lui faire remarquer ses faiblesses, à se mettre en avant et à mettre en avant ses compétences et les fautes ou les erreurs ou les lenteurs de l'enfant. Bien au contraire, il est tout à fait possible, nous dit Paul Ricoeur, et je crois que vous le savez mieux que personne,
d'habiter cette dissymétrie dans un équilibre. C'est donc la question de la sollicitude qui peut ici nous guider sur la chair de ce bien vieillir relationnel dont il va être question maintenant. Il me semble effectivement que ce qui caractérise bien les engagements dont j'ai cru discerner les figures dans cette enquête, c'est un privilège massif, électif à la relation. Et je me dis que s'il y a un moment où l'on prépare la lecture et un moment où quelqu'un lit à l'autre, ou quelqu'un lit devant l'autre, en réalité, on est ici dans un lien et dans une forme d'affectivité intime. Il y a une relation avant et après la lecture, et c'est la relation qui est le point majeur de l'engagement. Dans le choix qui est lu, par exemple, évidemment, on peut imaginer que cette sollicitude de Paul Ricoeur s'exprime dans le fait que l'enfant aura bien évidemment des choses à dire, des choses qu'il aimera ou qu'il aimera moins, qui vont guider l'adulte. Mais je pense aussi, dans cette affaire de relations et de relations en équilibre, à la réponse aux questions de l'enfant sur une partie, quelque chose qui est dit, quelque chose qui est évoqué et qu'il ne comprend pas. J'aimerais ici, même si c'est une évidence, mais tant pis, un petit hommage, faire référence à Françoise Dolto quand elle parle dans une de ses émissions radiophoniques, elle a une question tout à fait poignante sur quelqu'un qui lui demande comment expliquer la maladie grave du grand-père à un petit enfant. Et Françoise Dolto répond qu'au fond, elle, ce qu'elle proposerait comme élucidation de cela, c'est de partir de ce que l'enfant en pense, et donc que l'adulte gagnerait à répondre « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» parce que l'enfant en pense déjà quelque chose, et donc l'amener à s'exprimer sur la représentation qu'il a de ce qui est en train de se passer, plutôt que d'expliquer avec des mots d'adulte une histoire entière, il vaut mieux, dit-elle, partir des représentations de l'enfant, infléchir certains points qui paraîtraient problématiques, mais le laisser avec quelque chose qu'il a construit de lui-même et qui, pour certaines dimensions, peuvent être parfaitement acceptables, parfaitement aimantes, parfaitement équilibrées. Il n'est pas besoin de tout rectifier, de tout imprimer dans un langage d'adulte par rapport à une représentation de l'enfant. Il me semble que là, quand les enfants posent des questions sur quelque chose qui est en train de se passer dans l'histoire ou quelque chose du récit, il est intéressant toujours de recréer cet équilibre par rapport au recueil de ce que lui en pense vraisemblablement déjà ou en ressent vraisemblablement déjà. Bref, il me semble que cette traversée de la question de la sollicitude, pourquoi elle participe du bien vieillir, eh bien nous allons arriver à un autre corpus théorique qui est majeur, à mon avis pour nous aujourd'hui, c'est celui de Mauss et c'est celui du paradigme du don. Et je cite ici Marcel Mauss pour dire qu'il me semble que l'activité de lire et faire lire est une activité par excellence qui est, je cite Marcel Mauss, créatrice d'alliance. Il y a quelque chose dans le don, nous dit Marcel Mauss, qui est créateur d'alliance. Pourquoi créateur d'alliance? Parce que le don appelle, nous dit-il, et c'est des choses que je crois beaucoup d'entre vous connaissent déjà très bien, je ne voudrais pas être redondante, mais le don appelle le contre-don. Il y a un mouvement imprimé dans la chose qui se répercute sur la personne, et donc le donateur est en réalité non pas dans un mouvement univoque, mais dans un mouvement qui appelle une forme de réciprocité. L'alliance réelle, à l'inverse du don qui est fait pour humilier, l'alliance réelle, c'est la possibilité de la réciprocité. Et donc, il me semble que le lire et faire lire et que l'intergénérationnel est une possibilité du bien vieillir parce qu'elle ouvre la porte de cette réciprocité, à la condition, bien sûr, de reconnaître le don de l'enfant. Ce n'est pas très intuitif de reconnaître le don de l'enfant et c'est même c'est l'objet d'une dispute assez vive chez les théoriciens. Pourquoi est-ce que c'est l'objet d'une dispute assez vive? On pourrait, par exemple, citer la querelle un petit peu classique et qui remonte déjà, mais quand même, qui a été très forte, entre Donald Winnicott et Mélanie Klein. Et dans la conception du bébé,
que développe Mélanie Klein par rapport à sa première figure d'attachement, si on reprend John Bowlby, eh bien, il y a une volonté de prendre, il y a une captation, il y a même une avidité. Et c'est ce trait qui va dominer la perception que Mélanie Klein développe de ce qu'est un tout petit. Donc, ça commence très, très tôt. Et à l'inverse de cette conception, il va y avoir celle de Donald Winnicott, et Donald Winnicott insiste au contraire sur l'importance dans le lien entre le tout petit et ses parents que l'enfant accorde au fait de pouvoir donner. Il tend des objets aux adultes. Alors, certains d'entre vous le savent bien, les tout petits qui tendent des objets et vous les leur rendez, ils les jettent et vous allez les chercher. Bon, ça peut être un petit peu contrariant, mais en tout cas, dans ce geste de l'enfant qui donne un cadeau, qui donne quelque chose qui lui est cher, je pense que beaucoup d'entre vous reconnaîtront une scène familière. Et Winnicott nous dit, c'est un besoin profond de l'enfant d'aimer, mais pas comme une espèce d'ambiance flottante en général, c'est quelque chose qui au contraire est profondément caractéristique de ce qui va faire une relation équilibrée mère-enfant, que cette mère accepte que son enfant lui donne des choses. Si on rejoint des théoriciens plus contemporains, cette idée de l'enfant qui donne est une idée que l'on va retrouver de façon tout à fait séduisante chez Boris Cyrulnik, quand Boris Cyrulnik raconte l'acte des tout petits bébés qui sont dans une salle d'attente de consultation avec leur maman, et donc il décrit cette scène auquel il assiste ou que des chercheurs filment, qui est une scène où le petit bébé, dit Cyrulnik, va chercher sa maman. Et il va la chercher comment? Eh bien, il va avoir toutes sortes de tactiques. Il va bouger, il va sourire, il va gazouiller, il va chantonner, il va appeler, il va etc. etc. Et donc là, il y a un paysage affectif du don. Ce don est d'abord le don, d'une certaine façon, qu'on pourrait requalifier en utilisant le vocabulaire de Yvan Nagy. Ce don consiste dans une puissance convocatrice. Quand on regarde le sourire du petit qui appelle la maman, et on regarde ensuite le sourire de la maman, et qu'on la voit à ce moment-là, son sourire créé par le sourire de cet enfant, on voit bien qu'on a l'impression d'une transmission. Alors, peut-être qu'on n'a pas tellement l'habitude de l'appeler don, mais moi, je voudrais pousser cela dans cette réflexion, si vous voulez bien, sur le bien vieillir. Puissance convocatrice du bébé qui sourit, besoin de don chez Winnicott. Là, on pourrait même pousser un peu plus loin, et je vous propose pour cela un détour par quelqu'un que je viens de citer à l'instant, qui est Yvan Nagy. Nagy a écrit dans les années 70-80 aux États-Unis, était originaire de Hongrie, et il a, dans un ouvrage qui s'appelle « Les loyautés invisibles », évoqué ce qu'il appelle, et que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, ce qu'il appelle la parentification de l'enfant. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, en fait, Nagy part du même constat que Winnicott, et tout à fait en phase avec ce que dit Cyrulnik. Il dit qu'au fond, l'enfant, à toutes sortes de moments de sa vie, et dès tout petit, prend soin de l'adulte. L'enfant sait que, par exemple, sa maman, son papa est triste. L'enfant comprend que quelque chose ne va pas. L'enfant ressent qu'il y a une fatigue dans l'atmosphère, une crispation. Il me semble, et c'est vous qui le savez, que des enfants sont très capables de voir chez vous, bénévoles, si vous allez bien ou si vous n'allez pas très bien. Si vous êtes anxieux, si vous venez de vous engueuler avec la personne du bus ou de l'endroit où va avoir lieu l'activité, ou si au contraire vous êtes heureux de le voir parce qu'il n'y a pas d'entrave particulière à ce que la relation s'installe. Si vous êtes au fond tout à la relation. Et Nagy insiste donc sur cette capacité que l'enfant a et qui est, dit-il, tout à fait normale pour grandir. L'enfant, à certains moments, dit Nagy, est le parent de ses parents. C'est-à-dire qu'il va prendre soin d'eux. Évidemment, il va y avoir des formes extrêmes, des formes pathologiques de cette parentification si des enfants se retrouvent à prendre soin de leurs parents de manière trop durable, de manière beaucoup trop exagérée par rapport à leur âge, donc exorbitante dans ce qu'il faut qu'ils assument sur l'ordre dans l'appartement, sur le fait de coucher des parents qui ont été en état d'ébriété avancée, le fait de les protéger contre quelqu'un qui leur fait violence. Tout ceci, évidemment, dépasse les capacités et les rôles traditionnels et normaux d'un enfant, et donc ça va altérer leur développement d'avoir à remplir ces rôles.
Il n'empêche que, même si la parentification peut être excessive et peut donner lieu, au fond, à une installation dans une relation dévoyée et nocive pour le développement de l'enfant, des étapes, des moments où l'enfant donne, voire prend soin de l'adulte, sont profondément inscrits dans l'ordre des choses et dans la nature de la famille et des liens familiaux. Et donc, il y a ce que Nagy appelle des loyautés invisibles de l'enfant envers ses parents, qui vont bien sûr être très connus des professionnels de la protection de l'enfance, qui cherchent à protéger un enfant contre des violences parentales et qui constatent que l'enfant, entre guillemets, protège, couvre ses parents, cherche à y revenir, etc. etc. Alors, je ne vais pas m'installer dans cette question-là parce que je ne crois pas qu'elle soit centrale pour nous, mais chez Nagy, il y a cette très puissante idée qu'il y a ces loyautés invisibles et il ajoute que ces loyautés vont durer toute la vie et elles vont faire croître l'enfant si tant est qu'il puisse être reconnu dans ce qu'il donne. Il y a des familles, il y a des endroits où quel que soit ce que l'enfant donne, ça n'est jamais assez, ça n'est jamais reconnu, ça n'est jamais bien. Et là, on crée dans l'enfant soit un sentiment d'infériorité ou de culpabilité, c'est une première possibilité, c'est-à-dire un sentiment durable de ne jamais pouvoir être à la hauteur, soit à l'inverse, on crée un ressentiment durable, puisque j'ai été exploité, j'ai une créance sur tous les autres et j'ai le droit de demander, parce qu'en fait c'est mon dû, un dû qui est bien sûr déplacé dans le temps, qui s'adresse à d'autres personnes bien après que l'exploitation ait eu lieu, mais c'est quand même une attitude qui peut durer elle aussi toute la vie, parce que ce don initial de l'enfant a été utilisé et n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Je reviens à la relation d'intergénérationnel comme facteur de bien vieillir. Une fois qu'on a évoqué ça, je voudrais l'illustrer, peut-être certains d'entre vous connaissent ce film de Bergman qui s'appelle Fanny et Alexandre, et il y a une très belle illustration de cela, de cette faculté de l'enfant de s'occuper de l'adulte. C'est une table de Noël, immense table dans une famille fortunée, où bien sûr siègent à la fois les adultes et les enfants sont à côté des domestiques de la famille. Et dans toute cette tablée, il y a une des domestiques, une des servantes de la maison, qui n'est pas joyeuse comme tout le monde, qui a un air réservé et triste. Et la petite Fanny, qui est assise à côté de cette femme, lui demande pourquoi elle n'est pas gaie. Et la domestique lui répond, pour certains d'entre nous, Noël n'est pas très gai. Par exemple, quand Noël, c'est le moment où il s'est passé telle ou telle chose, ou bien, et elle ajoute d'une manière très songeuse et évocatrice, le moment où on a perdu un enfant. Et Fanny lui répond une parole de consolation en lui disant que vraisemblablement, si on fait un certain nombre de choses autour d'elle, elle espère qu'à Noël prochain, elle pourra être heureuse à nouveau. Et on a un sourire de l'adulte qui lui rend bien évidemment cette sollicitude. Donc là, je trouve qu'il y a la trace d'une réciprocité et que c'est dans cette réciprocité qu'il faut situer le bien vieillir. Il n'y a pas, à mon avis, à chercher de bien vieillir comme de bien grandir dans la juxtaposition de personnes qui ne se parlent pas. Si vous mettez une tablée d'enfants dans un EHPAD, dans une maison de retraite, une tablée d'enfants qui font énormément de bruit et qui ne sont en relation qu'entre eux, avec des résidents qui ne sont en relation qu'entre eux, vous obtenez quoi? Vous obtenez des personnes âgées qui vous disent ils sont très bruyants. Donc, par définition, le fait d'être en présence ne suscite pas du tout nécessairement l'émerveillement. Et moi, j'ai été tout à fait amusée des remarques extrêmement acerbes des personnes très âgées sur des petits enfants qui étaient tout à fait adorables, mais il est vrai qu'ils étaient assez bruyants. Et donc, encore une fois, évidemment, le mot-clé n'est pas que les uns et les autres soient ensemble, mais que les uns et les autres soient en relation, ce qui signifie qu'on ait des conditions pour que cette relation ait lieu, et notamment qu'on ne soit pas une foule avec une autre foule, parce que ça marche rarement. Il me semble que cette réciprocité participe du bien vieillir, et je voudrais le dire vraiment avec force, aussi sur le plan de la santé. Tout ce qu'on a creusé ces dernières années et qui sont connus aussi sur ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé,
montrent que ce qui crée la santé et ce qui la perpétue, ce qui donne envie de vivre, de se lever, de changer, d'apprendre, de rire, de donner, c'est le lien et ça n'est pas le médecin. Donc, une fois pour toutes, l'hôpital n'est pas créateur de santé et le médecin de ville non plus. Donc ça c'est fait. Ils sont bien sûr des partenaires d'un certain nombre de correctifs qu'il faut apporter quand le corps a une difficulté ou une autre, et cela à tout âge de la vie, mais ça n'est pas la médecine qui va aider à bien vieillir du tout, vous le savez bien. Il y a de ce point de vue un documentaire qui me semble tout à fait emblématique et une recherche qui s'appelle la Città che cura, la cité Trieste, la cité qui soigne. Et c'est une expérimentation qui a eu lieu dans des micro-communautés de territoire en Italie, au fond avec un pari de la collectivité qui était de dire il faut que le soin soit communautaire et il faut que le prendre soin de la santé commence par le lien social. Et on a assisté à travers ça à une création de relations qui amènent des résultats de santé en termes d'hospitalisation en psychiatrie, en termes d'hospitalisation en urgence pour, par exemple, des problèmes cardiaques qui sont liés à des sujets autour de l'addiction, qui sont liés au sujet de l'addiction alimentaire, alcool ou drogue. Et donc, on a comme ça une expérimentation qui donne lieu à des traces tout à fait significatives d'une baisse des hospitalisations sur des pathologies chroniques et sur des pathologies lourdes et très invalidantes. Donc, s'il y a bien là quelque chose à retirer aussi, c'est que même si on veut essayer de réfléchir en coupant d'un côté la santé et de l'autre la relation dans lire et faire lire, eh bien, à mon avis, on a complètement tort. C'est un continuum. Du coup, j'aimerais vous proposer l'idée d'une autre illustration de cette cité qui soigne, un autre film que vous connaissez peut-être, qui est un film cette fois de Frank Capra, qui s'appelle La vie est belle. Et ce film montre la vie d'un homme qui à un moment est complètement désespéré pour une raison dont je ne rentrerai pas dans les détails. Et cet homme est complètement désespéré et finalement il prie Dieu que voilà, il est sur le point de se suicider et il dit à Dieu mais j'aurais dû ne jamais exister. Bon. Et alors il y a un ange gardien qui est en train d'essayer de gagner ses ailes, donc il est envoyé par Dieu pour essayer de le sauver. Et s'il arrive à le sauver, l'ange va gagner gros puisqu'il gagnera des ailes. Donc, il y a une grande motivation de la part de l'ange. L'ange arrive sur Terre et commence à discuter avec l'homme désespéré en lui disant « Mais non, tu ne te rends pas compte, tu as fait un nombre de choses pour les autres toute ta vie, tu as vraiment il y a un sens à ce que tu sois en vie, ne sois pas désespéré. » L'homme ne le croit pas et donc il y a une scène où l'ange dit « Très bien, puisque c'est ça, je vais te montrer ce que serait cette ville si tu n'avais pas existé. » Donc, ce sont toutes les contributions que cet homme a apportées. Et une des contributions qu'il a apportées et qu'il constate quand il voit le résultat, si jamais il n'avait pas existé, c'est la mort l'hospitalisation en psychiatrie, l'exclusion et la marginalité d'un homme qui était pharmacien quand cet enfant était petit. Et à un moment, cet homme venait de perdre son fils et donc il fait une erreur de médicament dans les médicaments qui sont prescrits pour une maladie. Et du coup, suite à cette erreur de médicament, eh bien, l'enfant qui est censé être soigné par ce médicament meurt. Or, dans la vraie vie, c'est-à-dire dans la vie où cet homme qui veut suicider était en réalité là, il était un enfant, il a remarqué l'erreur du pharmacien, il la lui a fait observer, le pharmacien l'a corrigé durement en lui disant tu n'as pas interféré avec mes traitements, et puis le pharmacien s'est rendu compte que l'enfant avait raison et il a corrigé le traitement et donc il n'y a pas eu d'erreur médicale, il n'y a pas eu de mort. Alors toutes ces illustrations que je vous donne dans le cinéma montrent que cette représentation de la réciprocité du lien, elle, discrètement, mais elle habite notre imaginaire collectif. Simplement, il me semble que c'est intéressant de le reconnaître. Et ici, je voudrais, pour conclure, vous proposer la remarque de Nagy, dont j'ai parlé tout à l'heure. Voici ce que Nagy écrit. Une nouvelle attitude à l'égard de la relation entre les êtres humains et entre l'homme et la nature se développe à l'aube de l'ère nucléaire. Alors que la technologie moderne permet à l'homme de détruire la nature sans s'exposer à un combat régulier avec les animaux dangereux ni avec les éléments, la nécessité d'une préoccupation renouvelée pour la réciprocité s'imposera à nous si nous devons survivre sans les mécanismes d'équilibre prévus par la nature.
mais en définitive dans leur reconnaissance de la signification cruciale de la justice dans toutes les dimensions des relations humaines. Pourtant, nous ne pouvons exonérer la génération de leurs parents, de leur leadership et de leurs obligations, même si les changements profonds seront avant tout profitables aux générations les plus jeunes. Que nous dit Nagy ici? Il nous dit au fond, nous voilà face à un monde dans lequel nous ne nous situons plus en équilibre. Nous sommes en dissymétrie. Évidemment, on pense à la phrase de Descartes, l'homme maître et possesseur de la nature. Et il me semble qu'on ne peut pas achever cette question du bien vieillir sans mentionner la période que notre pays a traversée au printemps et traverse encore. On voit bien que cette rupture d'équilibre dont parle Nagy à propos de l'ère nucléaire est quelque chose qui vient de nous sauter à la gorge et véritablement n'est pas encore métabolisé par aucun de nous, je crois, et puis ni individuellement ni collectivement. Or, il y a toutes sortes de questions qui se posent sur la rupture de l'équilibre écologique, l'utilisation des ressources, la densité de population, la mondialisation, etc. Ce n'est pas de ça que je voudrais parler. Au fond, ce qui me semble passionnant dans cette remarque de Nagy, c'est qu'il attire notre attention sur cette rupture d'équilibre et le fait que cette rupture d'équilibre avec les éléments et avec la nature doit nous amener à réfléchir très profondément sur notre soif profonde de justice. Ce n'est pas une préoccupation nouvelle, c'est une préoccupation, soit dit en passant, mais vous le savez mieux que moi, puisque vous fréquentez des enfants, c'est une préoccupation massive des enfants. Et Nagy nous dit que c'est une préoccupation qui s'exerce à l'égard de tout, que ce soit la cruauté envers l'animal, la dévastation de la forêt amazonienne, la disparition des phoques de l'Antarctique, ou que ce soit l'équilibre relationnel. Alors, je ne sais pas du tout quelles sont vos autres activités. J'ai bien entendu tout à l'heure Adrien dire que vous étiez très nombreux à être en fait pluriactifs dans l'engagement, à être pluribénévoles. Je ne sais pas du tout où est-ce que sont vos niches d'intervention, mais j'ai bien vu qu'il y avait une question de relation qui était centrale pour vous. À mon avis, cette relation du don et contre-don participe du bien vieillir parce qu'elle participe d'un respect des loyautés profondes qui sont intergénérationnelles, qui sont même transgénérationnelles. Pensez à cette incroyable douleur que nous avons ressentie quand, au printemps, nous n'avons pas pu enterrer les morts des EHPAD. Nous ne pouvions pas dignement être avec eux. Ce n'est pas parce que les familles se préoccupaient d'elles-mêmes, ça n'est pas parce que les familles se préoccupaient seulement du parent concerné, c'est les deux, c'est la relation qui était engagée. J'ajoute que les soignants qui étaient les spectateurs de ça étaient également engagés. Nous avons un besoin de justice qui n'est pas une question de tranche d'âge, qui est une question de commune humanité et nous devons en prendre soin et vous le faites. Merci. Merci beaucoup, Alice. Je suis aussi ébahie que pendant les temps de préparation avec vous. Et il y a eu zéro retour dans l'espace conversé. Donc, je pense que tout le monde a bu vos paroles de manière... c'était très, très, très passionnant tout ce que vous avez dit. Et ce qui était intéressant, c'est que vous avez abordé à la fois des notions qui résonnent dans le réseau depuis un certain temps, notamment autour du don contre don de Marcel Mauss, mais avec aussi des notions nouvelles comme la parentification, la sollicitude ou la création d'alliances qui, je pense, vont faire émerger de nombreuses réflexions au sein du réseau pour traiter cette question du bien vieillir qui tient à cœur à lire et faire lire. Merci infiniment pour votre intervention et pour toutes ces références nombreuses pendant ce temps de parole. Je vous en prie, c'est un plaisir. Alors du coup, j'ai assommé tout le monde. Non, je ne crois pas. J'ai eu des remarques comme quoi c'était très intéressant, où on aurait besoin d'avoir des références sur l'orthographe des personnes que vous avez citées. Donc non, je pense qu'il y avait une vraie écoute et que ça a résonné à la fois pour les coordinateurs, pour les bénévoles présents, pour tous ceux qui sont autour de cette action de lire et faire lire. Donc non, plutôt passionnant qu'assommant, vous inquiétez pas. Au mieux.
Tant mieux. Ben, bien sûr, je vous enverrai l'ensemble des références. La seule précision tout à fait contrariante, mais bon, c'est que Nagi n'est pas traduit en français. Alors, certaines parties sont traduites, et en fait, il est pour une raison complètement incompréhensible à mon avis, mais enfin bon, parce que c'est un auteur que je trouve aussi intéressant qu'Erickson. Il y a des bouts en fait de Nagi qui sont traduits. Donc, Nagi est quelqu'un qu'on peut volontiers lire, mais pour ceux qui lisent l'anglais. Et sinon, j'ai en projet avec un ami psychiatre de le traduire, parce que je trouve que ce n'est pas du tout possible d'accepter qu'on laisse cette grande œuvre inconnue. Mais donc, la citation que je vous ai lue est une citation qui est une traduction que j'ai faite avec mon ami psychiatre. Merci beaucoup. Et il y a plein de messages qui arrivent très intéressants, donc tout le monde est rassuré, même si on n'en doutait pas une minute. Merci beaucoup. Merci Alice. Merci. Merci, c'était super. Merci. Merci à tous pour la matinée. On va couper la connexion pour la pause déjeuner. Et puis, n'hésitez pas à revenir tout à l'heure pour le temps dédié sur les 20 ans. Et Cécile, je vois que c'est enregistré en fait. Après, ce sera possible que ce soit sur le site internet, au moins pour le réseau, Oui, les oui. conférences. Alice et Adrien nous ont donné leur accord, donc les 2 interventions de ce matin seront mises à disposition du réseau. Bon, super. Voilà.